Éteins les lumières. Mets ton casque. Laisse le monde derrière la porte. Ce soir, autour d'un feu qui ne réchauffe pas, je vais te murmurer 3 histoires. Une en soft spoken et les 2 autres en chuchotement de l'ombre. Des histoires nées de la plume de Taous Merakchi, une autrice que j'admire profondément. Son écriture brûle comme un souvenir qu'on voudrait oublier, mais qu'on garde quand même, parce qu'il éclaire ce qu'on ne veut pas voir. Dans son livre Feu de camp, elle allume des braises dans la nuit, des contes modernes ancrés dans le réel, qui glissent lentement vers l'ombre. Je vais te les lire à voix basse et pendant que je murmure, souviens-toi, le feu attire, mais il consume aussi. Je suis Whips et tu écoutes Ashes and Echoes, des murmures venus d'ailleurs. Le manoir maudit, tiré de l'épisode du podcast Feu de camp, saison 2, épisode 4. À Pittsburgh, en Pennsylvanie, on raconte souvent l'histoire d'une maison au passé si sombre qu'on dit que c'est le diable en personne qui l'a construite. Depuis sa construction jusqu'à ses derniers habitants, elle n'a été le théâtre que d'atrocités, réelles ou rapportées, et glace encore le sang de ceux qui passent à côté. Ce grand manoir victorien, avec sa traditionnelle tourelle et ses petits toits angulaires d'un rouge éclatant, est l'illustration de la maison hantée par excellence. Et quand on sait ce qui s'y est déroulé en 1871, lorsqu'elle abritait encore ses tout premiers habitants, il y a de quoi croire aux malédictions. Dans les années 1860, Charles Congélier profite de sa fortune fraîchement acquise dans le sud des États-Unis dont il est issu pour faire construire un grand manoir à Pittsburgh, une ville industrielle florissante. La guerre de sécession vient de s'achever, et Charles, comme tant d'autres, en a profité pour s'enrichir. Ce manoir, il y emménage avec sa femme Lida et leur bonne Essie. Le couple semble parfaitement heureux et épanoui. Les finances de Charles sont au beau fixe, et tout cet argent leur permet de vivre très confortablement. Les Congéliers fréquentent tout le gratin de la ville, se réjouissant de faire désormais partie de l'élite. Ils ne manquent jamais une occasion de briller en société et de se rappeler aux beaux souvenirs de tout ce qui compte. Et évidemment, quel est l'intérêt de faire bâtir une si grande et belle demeure si ce n'est pas pour en faire profiter les autres? Lida et Charles organisent donc de très nombreuses réceptions au 1129 Ridge Avenue, où la musique fait trembler les murs et où l'alcool coule à flot. Les plus grands noms de la région s'y retrouvent, et personne n'aurait l'audace de rater une seule de leurs fêtes, tant elles sont le théâtre de rencontres fructueuses et délicieux divertissements.
sans parler des repas, qui sont de véritables festins. Charles et Lida sont riches, populaires et respectés. En somme, ils sont comblés. Mais cette heureuse période ne dure pas longtemps. Il ne faut attendre que quelques années pour que le vent tourne et que la tragédie s'abatte violemment sur la maison de Charles et Lida. Sa réputation change alors du jour au lendemain, passant du glamour au macabre, et aucun retour en arrière ne sera plus jamais possible. La foudre du destin tragique de la maison frappe un matin d'hiver de 1871. Lida arpente la maison à la recherche de sa bonne Essie. Cette dernière est introuvable. Elle la cherche dans le salon, dans la cuisine, dans la cave, mais ne parvient pas à la trouver. Après avoir fouillé toutes les pièces de la maison, il ne reste plus qu'une seule possibilité. La servante doit être dans les quartiers des domestiques, sous les combles. Ni une ni deux, Lida grimpe l'escalier et se dirige vers la chambre. Mais elle s'arrête net. De l'autre côté de la porte, Lida entend de drôles de bruits. Curieuse, elle tend l'oreille et réalise deux choses. La première, c'est qu'il s'agit de râles de plaisir. La seconde, c'est qu'elle a cherché ici dans toute la maison, mais que, pas une seule fois, elle n'a croisé son mari. Son sang ne fait qu'un tour. Elle redescend immédiatement, se dirige vers la cuisine et attrape un hachoir à viande. D'un pas décidé, motivée par une fureur qui l'aveugle complètement, Lida remonte l'escalier et entre en trombe dans la chambre d'Essie. La scène qui se déroule sous ses yeux ne fait qu'attiser les flammes de sa rage destructrice. Son mari et sa bonne sont nus, entremêlés dans les draps. Leur position ne laisse aucun doute quant à l'activité à laquelle ils s'adonnent avec passion. Tout à leur ébats, les amants ont à peine le temps de remarquer la présence de Lida que celle-ci fonce sur eux et abat toute la force de sa colère sur leur corps sans défense. Nul ne sait combien de coups de hachoir. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ne s'en sont jamais relevés. Quelques jours plus tard, les voisins et amis des congéliers commencent à se poser des questions. Où sont passés les si charmants Charles et Lida? Ils ne sont jamais restés si longtemps sans donner de nouvelles. Leur vie sociale est très chargée et ne rate jamais un événement mondain. Qu'il s'agisse d'une simple tasse de thé avec une voisine ou d'une partie de cartes avec des collègues, à moins d'avoir une très bonne raison. Mais cette fois, personne n'a été prévenu, et aucune des fréquentations du couple ne sait ce qui peut les retenir prisonniers dans leur maison. L'un des voisins décide donc d'aller voir ce qui s'y trame, histoire d'en avoir le cœur net. Inquiet pour la santé de ses amis, il frappe à leur porte. Mais personne ne répond. Il teste la poignée de la porte d'entrée. Elle est ouverte. Il entre donc dans la propriété et part en quête de ses voisins. À peine a-t-il fait quelques pas dans la maison qu'il est attiré par le son d'une voix féminine qui chante tout doucement. Il suit la mélodie jusqu'à dans la cuisine. Là,
l'homme découvre Lida, assise dans un grand rocking chair. Elle se balance d'avant en arrière en chantonnant. Dans ses bras, elle tient quelque chose qu'il ne distingue pas encore. Le voisin l'interpelle, mais elle ne réagit pas. Il s'approche alors d'elle, à pas prudent. Lida, remarque-t-il, paraît loin de son habituelle apparence impeccable. De grosses taches brunes parsèment sa robe. Ses cheveux d'ordinaire impeccablement plaqués s'échappent de son chignon. Sans parler de l'odeur nauséabonde qui semble l'entourer. Une fois arrivé à sa hauteur, le voisin tend une main vers l'épaule de Lida. Mais il s'arrête net lorsque ses yeux se posent sur la masse qui se trouve sur les genoux de la jeune femme. Il devient blême, a le souffle coupé et manque de s'évanouir. L'objet que Lida était en train de bercer tendrement n'est autre que la tête décapitée de sa servante. Horrifié, le voisin s'échappe de la maison en courant. Qui aurait cru que la maison des congéliers serait le théâtre d'une telle barbarie? La légende raconte qu'après l'arrestation de Lida, la maison serait restée inhabitée pendant 20 ans. Tous les habitants de la région connaissent les détails de l'histoire sanglante qui ici est déroulée. Et personne ne veut se retrouver nez à nez avec les fantômes des amants assassinés. Mais les souvenirs s'effacent et en 1892, un nouveau chapitre commence pour le manoir. Une société de chemin de fer en fait l'acquisition. L'entreprise prévoit de faire de chacune des nombreuses chambres un logement séparé pour héberger ses employés. Les futurs locataires se réjouissent. Vivre dans un manoir victorien est une aubaine. Pourtant, très vite, ils déchantent. Les murs de la maison n'ont pas l'air d'avoir oublié ce qu'ils ont vu. Quelques jours après le début des travaux, il devient évident que le manoir ressasse le calvaire des congéliers. Régulièrement, les ouvriers entendent de drôles de bruits, des grincements, des bruits de pas furieux qui battent le parquet, et même une femme qui hurle, déchirant le silence de la nuit. Pire encore, il leur arrive parfois, au détour d'un couloir, de tomber sur une silhouette fantomatique qui arpente les lieux. Devant ces manifestations, tous les futurs occupants se rétractent. Personne ne veut dormir dans cette demeure, et encore moins y vivre. La propriété est donc rapidement mise sur le marché. En 1900, c'est un docteur allemand du nom d'Adolf Rochester qui devient le nouveau propriétaire de la maison Congélier. À l'inverse de Charles et Lida, le docteur ne sort pratiquement jamais de chez lui. Il n'effectue que les déplacements qui sont strictement nécessaires à son activité professionnelle et reste cloîtré dans son manoir le reste du temps. Il ne semble avoir ni amis, ni famille, ni même d'amant ou d'amante, ne serait-ce que pour un soir. Les voisins sont curieux. Ceux qui vivent là depuis la construction de la maison et connaissent son histoire sont habitués à plus de passages et plus de vie. Or, depuis l'arrivée d'Adolphe, tout est calme. Un peu trop calme même. Mais qui oserait se plaindre d'avoir un voisin trop discret, trop silencieux? Ce serait tout de même malvenu. Chacun garde ses questions au sujet du mystérieux médecin pour lui. Bientôt le vent tourne à nouveau, et les habitants du quartier comprennent enfin pourquoi le docteur
était si discret. Le 12 août 1901, au beau milieu de la nuit, un cri strident de femme retentit dans la rue. Voisins et riverains se précipitent dehors pour en chercher la source, et tout le monde s'accorde à dire que le bruit semble venir du grand manoir. Ils ont à peine le temps d'approcher la demeure que celle-ci est soudainement secouée par une violente explosion. Toute la bâtisse tremble, les fenêtres explosent en mille morceaux, et même le béton du trottoir est fissuré par l'onde de choc. La police ne met pas longtemps à débarquer sur les lieux. Les agents pénètrent dans la maison après avoir recueilli les témoignages des voisins. L'enquête commence. Au-delà des dégâts matériels constatés, la police ne trouve d'abord pas grand-chose pour expliquer ce qui vient de se passer. Arrivés à la cave, les enquêteurs comprennent un peu mieux ce qui a causé tout ce raffut. Dans l'obscur sous-sol de la maison, ils trouvent de nombreux appareils et installations électriques farfelues. Sans comprendre à première vue les inventions du docteur Brunchester, les enquêteurs poursuivent leur exploration. Lorsqu'ils découvrent enfin la source du cri qui a été entendu, ils sont sous le choc. Devant eux se trouve un cadavre de femme fraîchement décapitée. Et ce n'est pas tout. Plus loin, dans ce qui semble être le laboratoire du médecin, ils trouvent 5 autres corps dont les têtes sont situées un peu plus loin, reliés à des appareils électriques étranges. Depuis tout ce temps, Adolphe le silencieux tue des femmes pour les utiliser comme cobayes dans des expériences glaçantes. Son but ? Tenter de garder en vie la tête d'une personne après l'avoir séparée de son corps. Le voisin discret était donc un genre de Dr. Frankenstein, dont on aurait poussé le curseur encore plus loin dans l'horreur et l'inhumain. Une fois le choc de la découverte passé, les policiers se mettent en quête du coupable, mais Adolphe est introuvable. Après une fouille méthodique de la maison, les agents sont formels. Il n'a pas péri dans l'explosion, mais a profité de l'agitation pour prendre la fuite. Près de 30 ans plus tard, un homme prétendant être le docteur Brunchester est arrêté à New York. Il affirme vouloir se rendre et va même jusqu'à communiquer aux autorités l'emplacement d'autres victimes, jamais retrouvées, dont il revendique les meurtres. Cependant, après une brève enquête qui ne révèle ni victime ni preuve de ses aveux, l'homme est relâché. Le véritable docteur, lui, n'est jamais retrouvé. Naturellement, après toutes ces horreurs, la réputation de la demeure dépasse les frontières de la Pennsylvanie. Comment ne pas développer une fascination pour un tel lieu, alors qu'il concentre tellement d'histoires tragiques et sanglantes? D'autant que nous sommes au début du XXe siècle, et que l'intérêt que les Américains portent au paranormal et au spiritisme est à son paroxysme. C'est en partie grâce à l'affaire des sœurs Fox, deux femmes qui, en 1848, ont affirmé avoir réussi à établir un contact avec l'au-delà. Cette affaire fait d'elles des stars, leur permettant de parcourir tout le pays pour donner des représentations exclusives au cours desquelles elles assurent pouvoir communiquer avec les esprits. L'engouement est tel que les médiums semblent apparaître aux 4 coins de l'Occident. Et une fois que les deux sœurs avouent enfin que tout n'était qu'une supercherie, il est trop tard. Le mouvement a pris trop d'ampleur et les dépasse complètement. Leur aveu passe presque inaperçu et les modes persistent. Les planches de Ouija se vendent comme des petits pains. On fait des séances pour parler aux esprits avec autant de légèreté qu'une partie de cricket dans le jardin. La question de l'au-delà
de la vie après la mort, de la persistance de l'âme et de l'esprit est sur toutes les lèvres. Alors, quand l'histoire de la maison congelée se propage dans ces cercles, des voyages s'organisent. De nombreux médiums et amateurs du paranormal se précipitent pour y faire des séances et tenter de percer à jour le secret de la maison. Est-elle maudite ? Est-ce que les étranges phénomènes qui s'y déroulent datent de l'époque de sa construction ? Ou bien le facteur déclencheur est-il le double meurtre commis par Alida ? Est-ce simplement une coïncidence ou est-ce la maison qui pousse ceux qui l'habitent au crime ? Et surtout, ceux qui y ont trouvé la mort sont-ils encore là, coincés, ne pouvant pas passer de l'autre côté ? Le règne du manoir maudit prend fin de manière macabre pour rester fidèle à son histoire. En 1927, les réserves de gaz de l'entreprise explosent, secouant la ville de Pittsburgh. 28 personnes perdent la vie et 500 sont blessées par l'explosion. Cette dernière remodèle également les rues de la ville et cause l'effondrement de plusieurs habitations et bâtiments, dont la fameuse maison congelée. Sa légende s'achève dans la poussière, le sang et la tragédie, comme semblait le vouloir son destin. Aujourd'hui, à l'endroit où elle se dressait autrefois, il n'y a plus qu'une route. Qui sait ? Peut-être que les esprits de la maison ne sont jamais partis, eux, qu'ils n'étaient pas confinés uniquement par les murs physiques de la demeure, et qu'ils errent encore sur les bords de la route, saluant parfois les automobilistes fatigués, les invitant à venir faire une pause avec eux, juste une toute petite. L'île de Poveglia, tiré de l'épisode du podcast Feu de camp, saison 2, épisode 6. Au nord-est de l'Italie, dans la lagune de Venise, se dresse l'île de Poveglia. C'est une petite étendue verdoyante de laquelle dépasse un magnifique clocher aux couleurs joyeuses. Elle paraît paradisiaque, sereine et respire la vie sauvage. On imagine facilement pouvoir se promener au milieu des arbres en écoutant le chant des oiseaux, interrompu de temps en temps par les tintements de la cloche de l'église. Seulement, cette île, en plus d'être inhabitée, ne peut être visitée qu'à de strictes conditions. Le public n'a le droit d'y pénétrer sans être accompagné par un guide officiel. Et les explorateurs urbains qui s'y aventurent risquent de lourdes sanctions. La raison officielle de cette interdiction est que les bâtiments qui s'y trouvent sont délabrés et dangereux, que l'île a un passé chargé, qu'il est important de conserver par souci de préservation du patrimoine. L'autre raison, plus officieuse, est à l'origine de sa renommée internationale. Poveglia serait l'un des lieux les plus hantés au monde. Avant qu'on en arrive aux événements que je vais vous conter, rien de très remarquable n'était jamais arrivé sur l'île. Mentionné dans les cartes et témoignages à partir de l'an 421, elle a longtemps été habitée par des familles vénitiennes. Mais la guerre de Chioggia, qui a eu lieu entre 13078 et 13081, en a fait fuir la très
majorité. L'île est donc rapidement devenue inhabitée et l'est restée pendant plusieurs siècles. Ce n'est qu'au début du XVIe siècle qu'elle trouve sa nouvelle fonction. Nous sommes en 1575. C'est l'été à Venise. Soudain, le ciel s'assombrit et la peur se saisit de tous les habitants. La rumeur se propage, puis se confirme après avoir ravagé la France pendant une dizaine d'années. La peste noire a franchi les frontières et est arrivée en ville. Des mesures drastiques sont aussitôt mises en place. Un vent de panique souffle dans les rues de toute la ville. L'épidémie de 1347 a dévasté l'Europe et un tiers de la population y a succombé. 25 des 75 millions de personnes habitant alors le continent ont perdu la vie à cause de cette terrible maladie. À chaque fois qu'elle revient, la mort noire sème la terreur. À la tragédie des pertes humaines s'ajoutent toujours de terribles conséquences sur le bon fonctionnement du pays. Vous le savez désormais, tout se détraque. Quand des villes entières se confinent et que la population doit faire attention à ne pas être contaminée. Et puisque les Européens de l'époque n'ont absolument aucun recours médical pour traiter la peste et mettre fin efficacement à l'épidémie, les autorités doivent improviser et tenter autant que possible de limiter sa propagation. Plusieurs hôpitaux spécialisés que l'on appelle des lazarets sont mobilisés afin de mettre en quarantaine tous les malades ainsi que les voyageurs qui arrivent de pays contaminés. Mais tous sont trop près de la ville et se retrouvent bien vite saturés. Alors, une autre solution est imaginée. Les malades sont envoyés à Povglia où ils ne risquent pas de contaminer qui que ce soit. Contrôler les accès à l'île est aisé pour les autorités, tandis que les malheureux condamnés ne peuvent atteindre facilement la cité. Au fil des siècles, l'Italie se voit confrontée à des épidémies de peste à plusieurs reprises. À chaque fois, les mêmes stratagèmes sont employés pour protéger la population. En 1777, l'île de Povglia devient le lieu incontournable de tous les bateaux arrivant de l'étranger. Ils y sont inspectés pour vérifier que personne à bord ne présente de symptômes de la terrible maladie avant de pouvoir rejoindre Venise. En ville, c'est la même chose. Afin de contrôler au mieux l'épidémie, toute personne présentant l'ombre d'un symptôme est immédiatement expédiée sur l'île, séparée de sa famille. Il va sans dire que l'écrasante majorité de ceux qui se retrouvent à Povglia n'ont plus jamais revu les rues de Venise ou le visage des membres de leur famille. Au total, au moins 160 000 personnes auraient été enterrées sur l'île, et pas dans des conditions très nobles, puisque les corps étaient jetés dans de gigantesques fosses, creusées à cet effet. Alors
quand le nombre de malades est important. Le manque de place et de main-d'œuvre, en plus de la paranoïa ambiante relative au risque de contamination, ouvre la porte à des scènes cauchemardesques. Les cadavres s'empilent et pourrissent dans les rues avant d'être rassemblés et brûlés par centaines. Le nombre d'incinérations est si élevé qu'il se dit aujourd'hui que plus de la moitié du sol qui recouvre l'île est composé de cendres humaines. Et bien sûr, chaque malade agonise et finit par mourir dans d'atroces souffrances sans soin ni réconfort, condamné à passer ses dernières heures dans les solitudes au milieu d'autres patients mourants ou déjà décédés. Les Vénitiens affirment même que certains malades étaient jetés vivants dans les fosses communes pour accélérer le processus de tri. Ces détails macabres suffisaient largement à cimenter la réputation d'un lieu et à donner la chair de poule à tous ceux qui s'en approchaient. Sans compter le reste de dizaines de navires français et anglais qui jonchaient déjà le fond de la lagune. Mais des fouilles ont révélé que Povglia avait également servi à la même période de lieu d'exécution des criminels et prisonniers de guerre où ils s'étaient noyés. Un bien grand nombre de morts pour une si petite île. Pourtant, l'histoire lugubre de Povglia ne s'arrête pas là. Autour de l'année 1922, une partie des bâtiments de l'île est reconstruite. Les pouvoirs vénitiens veulent y établir une maison de retraite où seront envoyées les personnes âgées dont la ville ne sait plus que faire, mais aussi les gens souffrant de troubles psychiques et mentaux. Si l'on oublie la morbide histoire des lieux, ce nouveau chapitre pourrait sembler comme une renaissance. Après tout, Povglia est splendide et ces personnes fragiles pourront y vivre tranquillement leurs vieux jours. La réalité, évidemment, est bien plus triste. Ceux qui ont posé les yeux sur la maison de retraite ne s'y trompent pas. Il s'agit bel et bien d'un asile psychiatrique barbare, comme on les construisait au début de ce siècle. La fonction première de l'établissement est d'isoler ceux qui l'habitent du reste de la société, où ils font honte à leur famille et représentent une charge plus qu'une fierté. Les résidents y étaient maltraités, torturés, et l'un des médecins les plus importants de l'équipe y aurait conduit des expériences scientifiques sur ces patients. Les personnes qui sont envoyées dans cet institut savent très bien qu'elles n'en sortiront jamais vivantes, pas plus que les malades de la peste des décennies auparavant. À cette époque-là, il n'en faut pas beaucoup pour se faire diagnostiquer une maladie mentale. Il suffit de penser ou de se comporter différemment de ce que les normes sociétales dictent. Une orientation sexuelle différente, une neurodivergence, un handicap ou simplement un peu trop d'autonomie intellectuelle peuvent signer l'équivalent d'un arrêt de mort. Je vous laisse imaginer les dérives et compter le nombre de vos traits de caractère qui auraient justifié une telle condamnation si vous étiez né
100 ans plus tôt. L'île de Povguia devient progressivement une sorte de millefeuille du paranormal. Les premiers témoignages proviennent des patients de l'hôpital. Ils racontent voir régulièrement des ombres passer dans les couloirs, des silhouettes désincarnées et immatérielles qui se manifestent quand bon leur semble, mais ne réagissent pas lorsqu'on les interpelle. Certains patients se plaignent de ne pas réussir à trouver le sommeil, perturbés par les hurlements désespérés des spectres qui hantent les lieux. Vous devinez sûrement comment ces plaintes venant de personnes enfermées contre leur gré et jugées instables sont reçues par le personnel soignant. Elles sont tout simplement ignorées. Tristement, si les fantômes des malades de la peste s'infiltrent dans le quotidien des pensionnaires et les empêchent de dormir, ils ne sont pourtant pas la pire des menaces qui planent sur l'hôpital. Ce sont les médecins eux-mêmes que les malades craignent le plus. Manquant cruellement d'empathie et de compassion, ceux-ci n'hésitent pas à se servir des résidents comme cobayes pour leur expérience et vont jusqu'à les torturer, parfois à mort. Les pauvres âmes ne manquent à personne sur le continent, leurs proches étant presque soulagés d'apprendre leur trépas, même lorsque les explications sont floues et tarabiscotées. Les docteurs peuvent donc agir en toute impunité, puisant dans des réserves d'excuses plausibles pour justifier les décès. Sur l'île maudite, personne n'ose s'opposer à leur méthode. On raconte qu'un médecin particulièrement sadique y a pratiqué de nombreuses lobotomies. Il prétextait bien sûr vouloir faire avancer la science et la médecine à travers ses expériences, comme bien d'autres avant lui. La lobotomie, pour les heureux qui avaient la chance d'ignorer jusqu'ici sa définition, est une opération particulièrement cruelle qui consistait à détruire une partie du cerveau pour soigner les maladies mentales selon les critères médicaux de l'époque, tels que la schizophrénie ou l'épilepsie, qui est en réalité une maladie neurologique. Et pour accéder à la cavité crânienne, rien de plus simple. On l'attaque en passant par le coin intérieur de l'œil, en enfonçant un instrument chirurgical dans l'orbite à l'aide d'un petit marteau. On peut aussi, dans certains cas, forer un trou directement dans le crâne pour créer un accès au cerveau. Bien sûr, tout ceci était réalisé sans anesthésie, avec des instruments pas tout à fait aux normes des règles d'hygiène. La légende raconte que le docteur en question a rapidement été tourmenté par les fantômes de ses patients décédés. Une forme de justice pour les crimes qu'il avait commis. Ne pouvant plus supporter leur assaut, il finit par monter au sommet du clocher de l'île pour se jeter dans le vide et abréger ses souffrances, mettant fin à celle de ses patients encore en vie par la même occasion. Une autre version de l'histoire raconte qu'il n'a pas sauté, mais qu'il a été poussé par la main invisible d'un revenant. Une autre encore qu'il est mort, étranglé par un brouillard fantomatique avant de tomber de la tour. Quelle que soit l'option qui vous plaît le plus, il semble
que ses victimes aient pris leur revanche. En 1968, l'établissement ferme définitivement ses portes et Povglia est abandonné pour la dernière fois. Il est difficile de dresser un bilan précis du nombre de personnes qui ont trouvé la mort sur ce bout de terre, pourtant semblable à une carte postale. Qu'ils aient été tués par la guerre, la peste, la main d'un bourreau ou celle d'un médecin sadique, de nombreux spectres doivent se partager une île de seulement 7 hectares. Les fouilles entreprises par les scientifiques ont permis de découvrir les fosses dans lesquelles les malades étaient jetés sans ménagement. Il arrive aussi, parfois, que la marée fasse émerger des restes humains, et notamment des ossements portant des traces de brûlure. Et calés entre les mâchoires de certains des crânes exhumés, on retrouve des briques. Pourquoi ? Parce que c'était l'une des méthodes utilisées pour empêcher les vampires de se nourrir du sang des autres cadavres et de revenir à la vie. Vampires, revenants, squelettes par centaines. Rares sont les lieux à avoir vu pire accumulation d'horreur. L'île n'a donc plus jamais été habitée. Depuis, elle n'est visitée qu'occasionnellement, notamment par les amateurs de frissons et d'histoires fantastiques. Ce sont ces journalistes, chercheurs et chasseurs de fantômes qui font aujourd'hui vivre la légende de Povglia à travers leurs reportages et leurs témoignages. De nombreux récits de visiteurs infortunés font état de phénomènes étranges au moment de leur séjour. Parmi ceux qui reviennent le plus, ces touristes de l'effroi affirment avoir entendu plusieurs fois des cris de douleur et d'agonie venant de partout et nulle part à la fois lors de leur excursion sur l'île. Il paraît que l'on peut entendre régulièrement le clocher sonner, ce même clocher qui a servi de décor au dernier instant du docteur harcelé par les échos de ses victimes. Une odeur de soufre et de bois brûlé est parfois portée par les vents jusqu'aux narines des pêcheurs et habitants des environs. Les sons, les odeurs étranges sont des manifestations perturbantes mais inoffensives, angoissantes bien sûr, mais pas de nature à empêcher l'exploration de l'île. Sauf que les fantômes parviennent à transgresser les règles de l'immatériel pour se manifester aux vivants. À Povglia, il arrive parfois que des gens se retrouvent poussés, pincés, giflés et étranglés par une force invisible, sous les yeux médusés de compagnons de route qui ne peuvent rien faire pour les aider. Des histoires toujours plus terrifiantes continuent de circuler. À propos de l'île la plus hantée d'Europe. Le diable de Jersey. Histoire inédite. En 1735, une résidence de Beans Barrens, dans l'état du New Jersey, se retrouve dans une situation plutôt inconfortable. Alors qu'elle est déjà mère de 12 enfants, elle découvre qu'elle en attend
tout son clan. Puisque son mari est un ivrogne et un bon arien qui représente un poids supplémentaire plus qu'un soutien quelconque. Mais il faut aussi ajouter à l'addition les preuves physiques que représente cette nouvelle grossesse. La situation est telle que ses voisins ne l'appellent même plus par son prénom. Deborah, non, pour eux, elle est simplement Mère Leeds. C'est pour son extrême fertilité qu'elle est connue. C'est ce que les gens retiennent d'elle, et la pauvre Deborah n'en peut plus. Alors, dans un accès de rage, lorsqu'elle voit son ventre s'arrondir pour la 13e fois, elle le frappe et s'écrie qu'il soit le diable en personne. Tout le long de sa grossesse, Deborah se lamenta à qui veut l'entendre. Chaque jour qui passe la rapproche de l'arrivée de cette nouvelle bouche à nourrir. Et elle est incapable de se réjouir de cette naissance imminente. Néanmoins, la machine est en route et rien ne semble pouvoir l'arrêter. Quelques mois plus tard, au cours d'une nuit orageuse, des hurlements provenant de son domicile informent les voisins que le grand jour est arrivé. Ça ne fait aucun doute, Deborah est en train d'accoucher. Et ça n'a pas l'air d'être une partie de plaisir. À en juger par ses cris de douleur, la pauvre femme est loin d'être à son premier calvaire, mais celui-ci semble particulièrement ardu et pénible. Son mari, ses enfants et les sages-femmes se réunissent autour d'elle pour tenter de l'assister autant que possible, sans que rien ne semble la soulager. Enfin, après de longues heures d'efforts et de souffrance, le 13e enfant des Leeds vient au monde. Épuisée, ne gardant aucun souvenir de la malédiction qu'elle a prononcée sous le coup de la fureur quelques mois plus tôt, Deborah prend son nouvel enfant dans ses bras. À peine l'a-t-elle serré contre elle qu'elle sent que quelque chose ne va pas. Le bébé gigote de façon anormale. Son visage semble se distendre, se déformer sous ses yeux. On dirait que quelque chose pousse la peau de son front de l'intérieur. Deborah fronce les sourcils, plisse les yeux, rapprochant son visage de celui de son nouveau-né. Elle tente d'examiner son apparence de plus près quand soudain, deux protubérances apparaissent sur le haut de sa tête, déchirant la peau et se mettant à grandir, jusqu'à former deux belles cornes pointues. Deborah est hébétée, et le reste de l'assemblée aussi. Ils ont à peine le temps de comprendre ce dont ils viennent d'être témoins, que l'enfant échappe aux mains de sa mère, sa taille ne cessant de croître à une vitesse surnaturelle. Bientôt, il se tient sur ses deux jambes devant sa famille médusée. La métamorphose ne s'arrête pas là. Ses mains se changent en cerfs, ses petits poings potelés laissant place à des griffes acérées. Dans son dos, deux ailes semblables à celles des chauves-souris poussent et se déploient aussitôt. Son corps se couvre d'un mélange de fourrure et de plumes, et son regard enfantin disparaît pour laisser place à deux yeux rouges luisants, tandis que son visage s'allonge, achevant
tout semblant d'humanité de l'apparence de la créature. Le choc est de courte durée pour la famille Leeds et les sages-femmes. Une fois en pleine possession de sa nouvelle apparence, la créature se rue sur Déborah et la tue sauvagement. Avant de se tourner vers les autres membres hébétés de l'assemblée. Le monstre se jette sur eux en poussant des cris stridents, griffe en avant et en agresse autant qu'il peut avant de s'échapper en volant par la cheminée. On ne sait pas exactement qui d'autre a succombé aux blessures infligées par le monstre. Mais malgré la violence de l'attaque, la majorité de la fratrie s'en sort avec plus de peur que de mal, littéralement. C'est d'ailleurs que la terreur et le traumatisme qui se lise aisément sur le visage qui permet au voisinage ainsi qu'aux autorités de prendre leurs témoignages au sérieux. Rapidement, un nom est donné à la bête, simple mais efficace. On l'appelle le diable de Jersey. Et bien sûr, l'histoire ne s'arrête pas là. Si la créature a bel et bien pris la fuite après son attaque, ce n'est que pour aller se réfugier dans la forêt environnante, et depuis cette terrible nuit, elle a été observée à plusieurs reprises. À l'époque, les bains s'étendaient sur des centaines de kilomètres, interrompus seulement par des marécages et de rares espaces sablonneux et quasi stériles. Mais ce paysage côtier s'est urbanisé au fil des siècles, et il n'y a pas qu'au fond des bois qu'on peut la croiser, puisqu'elle apparaît également sur les routes, lui permettant d'étendre son territoire au-delà de Pine Barrens et dans certains quartiers résidentiels. Au fil des siècles, la légende du diable s'est propagée, passant les frontières de la région, se transmettant de génération en génération. Pour les habitants du New Jersey, la véracité de son existence ne fait absolument aucun doute. Sa renommée est telle que parmi ceux qui ont la chance de croiser sa route, nous comptons même un célèbre Français, un certain Joseph Bonaparte, frère de Napoléon. Sa mésaventure se déroule autour de l'an 1820, alors qu'il se trouve en Pennsylvanie, après avoir été exilé aux États-Unis suite à l'abdication de son frère. Au milieu d'une partie de chasse, au cœur de la forêt, Joseph remarque d'étranges traces dans la neige. Elles ressemblent à celles que laisserait un âne bipède, avec une patte plus grosse que l'autre. Persuadé d'être tombé sur la piste d'un gibier de choix, il se met à la suivre. Mais, au bout de quelques mètres, les traces s'arrêtent net, comme si l'animal s'était soudain volatilisé. L'homme regarde tout autour de lui, puis en direction des arbres pour tenter de localiser la bête. Quand soudain, il est interrompu par un étrange sifflement. Il se retourne brutalement et tombe nez à nez avec une créature monstrueuse et ailée, avec un museau proéminent proche de celui d'un cheval et des pattes déjà sciées. Tétanisé, Joseph n'ose plus bouger et ne peut que dévisager cette étrange apparition dont il n'arrive pas à comprendre l'existence. Puis, le charme se rompt lorsque la créature
créature émet un nouveau sifflement. Avant de prendre son envol et de disparaître dans les airs. De retour de son aventure, Joseph décrit sa rencontre avec l'étrange bête à ses amis qui se pressent de lui raconter la légende du diable de Jersey. Tout au long de son séjour, le Français continuera à chercher des traces de la créature sans jamais la revoir. Et si ce témoin est sans doute le plus connu, il est très loin d'être le seul à avoir croisé le regard terrifiant du diable de Jersey. En janvier 1909, c'est toute une partie de la Pennsylvanie, l'État au nord du New Jersey, qui s'est retrouvé paralysé par la menace de sa présence. Le long de la vallée du Delaware, plusieurs personnes prétendent avoir observé d'étranges traces de pas dans la neige. Certains en trouvent aux alentours des fermes, d'autres le long des routes, d'autres encore autour de leurs propriétés. Mais le plus étrange, c'est qu'on en trouve aussi sur les toits des habitations. La panique se propage. Tout le monde est convaincu que le diable de Jersey est à l'origine de cette intrusion. On forme alors des groupes qui sont chargés de faire des rondes afin de protéger les habitants. Mais leur mission principale est, si possible, de débusquer et capturer et, bien sûr, tuer la bête. La tâche se révèle plus ardue que prévu, notamment lorsque les chiens, visiblement paniqués, refusent catégoriquement de suivre sa piste. La situation est telle que les enfants refusent même d'aller à l'école et l'établissement sont contraints de fermer. Certaines usines subissent le même sort lorsque les ouvriers décident également de rester chez eux pour ne pas risquer de croiser le monstre ou de laisser leur famille à sa merci. Dans deux villes différentes, à quelques jours d'écart, des témoins parviennent à alerter les autorités à temps pour les faire intervenir avant que le diable ne disparaisse. À chaque fois, les policiers parviennent à faire feu dans sa direction, mais nul ne parvient à le blesser avant qu'il ne prenne la fuite. Quelques nuits plus tard, il revient se venger dans l'une de ces deux villes. Alors que plusieurs personnes sont réunies dans un salon mondain pour parler de littérature en dégustant des petits fours, la créature s'introduit dans la maison et se lance dans une violente attaque, semant la terreur avant de s'envoler sans demander son reste. Toutes les personnes présentes parviennent à s'en sortir avec peu de séquelles physiques, mais elles sont profondément traumatisées par l'épisode. À quelques kilomètres de là, dans la ville de Burlington, le diable fait une autre apparition en plein jour. Alors que plusieurs usagers sont entassés dans un wagon de tramway, leur trajet de routine prend soudain une dimension complètement surnaturelle lorsqu'ils voient passer sur les rails une immense silhouette menaçante qu'ils décriront plus tard comme un kangourou avec des ailes, poussant un cri suraigu qui leur glace le sang. Plus loin, dans un quartier de la ville de Camden, des pompiers sont appelés pour tenter de déloger le monstre qui s'est installé sur le toit d'une maison.
Lorsqu'ils utilisent leur immense tuyau pour arroser la bête, celle-ci décolle enfin de son perchoir et se rue sur eux pour les attaquer avant, à nouveau de prendre la fuite en volant. Les témoins de cette scène parlent cette fois d'un genre d'autruche difforme lorsqu'on leur demande de la décrire. Si ces descriptions peuvent prêter à rire, car elles semblent grotesques, aucun de celles et ceux qui ont croisé le chemin de la bête n'a le cœur à rire. Ses crocs, ses griffes et ses lugubres hurlements suffisent à terrifier même les cœurs les mieux accrochés. Si durant cette période les êtres humains qui croisent le diable de Jersey s'en tirent au mieux avec quelques cauchemars, au pire avec 2 ou 3 contusions, ce n'est pas le cas de tous les êtres vivants qui croisent sa route. Pendant des semaines, les agriculteurs du coin se plaignent de retrouver leurs bêtes massacrées, mutilées, partiellement dévorées, sans qu'ils puissent rien faire pour le protéger. Sa cible préférée semble être les poulaillers, sans doute pour des raisons pratiques. Ça ne l'empêche pas pour autant de s'autoriser d'autres gourmandises de temps en temps, comme en témoigne une résidente de Camden qui a dû risquer sa vie pour sauver son chien des griffes de la créature qui était sur le point d'en faire son repas. C'est en l'attaquant à coups de manche à balai qu'elle parvient à sauver le pauvre animal qui, lui aussi, a dû garder les séquelles psychologiques de cette rencontre fortuite. Et pour vous donner une idée de la gravité de la situation, notez bien que tout ceci s'est déroulé au cours d'une seule et même semaine. Depuis, les rencontres des humains avec le monstre se sont espacées, mais ces périodes d'accalmie ne durent jamais longtemps. La batte est-elle éternelle? Plusieurs personnes ont affirmé avoir réussi à la tuer ou être tombées sur son cadavre dans les bois. Mais puisqu'elle finit toujours par réapparaître, il n'y a que 2 hypothèses possibles. Soit ce n'était pas elle, le monstre restant invisible et quasiment immortel, soit il a réussi à se reproduire d'une manière ou d'une autre et il y a désormais plusieurs diables qui hantent les forêts de la région. Même si on lui prête un goût développé pour la chair des petits enfants, d'après les témoignages, il semblerait que les animaux soient ceux qui est le plus à craindre. Sauvages ou non, le diable n'en a que faire, même si évidemment les proies sont plus faciles à massacrer et à dévorer lorsqu'elles sont emprisonnées dans l'enclos d'un fermier. Si de pauvres animaux restent les victimes principales de ces crimes, les humains qui découvrent la scène après le passage du monstre ne s'en tirent pas non plus sans séquelles psychologiques. C'est le cas notamment d'un garde forestier qui, en 1980, se rend dans une petite ferme après avoir été appelé par un propriétaire dans tous ses états. Lorsqu'ils arrivent sur les lieux, rien ne peut le préparer aux conséquences épouvantables du passage du diable, puisque ça ne fait aucun doute, ni pour lui, ni pour le fermier, que c'est bien lui qui est derrière tout ça. Là où devrait se trouver une petite bande de cochons pataugeant joyeusement dans la boue, il n'y a plus qu'une masse de chair et de sang qui se mêle à la terre dans un maelstrom découlant. Tous les animaux semblent avoir été tués de la même façon. L'arrière de leur crâne est défoncé, vraisemblablement par une paire de mâchoires puissantes, et leurs corps sont couverts de traces de griffures profondes et grossières, témoignant de la sauvagerie de l'attaque. Après
l'inspection, le garde forestier ne constate aucune trace d'effraction ni d'empreinte au sol et en conclut donc que la créature responsable est sans doute arrivée et repartie en volant. Le diable de Jersey a pris une place si importante dans le folklore de la région qu'il en est presque devenu la mascotte. Aux alentours de Pillsbury et un peu partout en Pennsylvanie, il n'est pas rare de trouver toutes sortes de marchandises à l'effigie de la créature. Peluches, porte-clés, t-shirts, stickers, mais aussi canettes de bière et maillots de hockey, puisqu'une des équipes locales a été baptisée les New Jersey Devils en hommage aux monstres. Bien que la légende ait acquis une renommée internationale depuis son commencement, il existe encore beaucoup de récits qui ne se partagent qu'entre locaux, et il faut s'armer de patience et faire preuve d'humilité et de respect si on veut pouvoir avoir la chance de les entendre directement à la source. Une partie des habitants a décidé de jouer le jeu et de profiter des avantages financiers qui accompagnent la légende en vendant de la marchandise sur ce thème ou en racontant des histoires tarabiscotées à tous ceux qui passent. Mais l'autre partie a fait le choix de protéger son folklore en le prenant au sérieux. Alors, si vous voulez entendre les histoires les plus terrifiantes à propos du diable de Jersey, ce sont les bars d'habitués qu'il faut fréquenter, les petites boutiques qui semblent être là depuis des siècles, se transmettant l'histoire de génération en génération. Et ne vous avisez surtout pas de sortir une caméra ou un dictaphone. S'ils ne peuvent pas vous faire confiance, ils ne vous dévoileront rien. Mais si vous prenez votre temps, que vous tendez l'oreille, l'air de rien, vous aurez sûrement une opportunité d'entendre les anciens partager leur expérience et celle de leurs ancêtres. En revanche, si vous avez ni le temps ni la patience, n'ayez crainte. Vous pourrez quand même vous offrir une belle expérience si les planètes s'alignent et que la bête décide de sortir de son antre au bon moment. L'Office du tourisme de New Jersey propose désormais des excursions ouvertes à tous pour partir sans les traces du diable et tenter de l'apercevoir entre deux troncs d'arbres ou perché quelque part sur une branche. Et si vous ne le voyez pas, ne désespérez pas et tendez l'oreille. Vous pourrez peut-être entendre son terrible cri déchirant la nuit et vous glacer les entrailles. Ça vous fera un souvenir mémorable si vous parvenez à échapper à ses griffes acérées. Le feu s'est éteint, mais les cendres brillent encore, et certaines histoires, même une fois racontées, refusent de dormir. Merci à Taush Merachi pour ces mots. Si tu veux prolonger la flamme, je te conseille de lire son œuvre à la lumière vacillante d'une bougie, d'un feu de cheminée, ou pour les plus téméraires, à celle d'un feu de camp. Ici Whips, et dans Ashes and Echoes, les murmures ne meurent jamais.